Janvier 2010. Le Togo est sur le point de disputer le premier match de la CAN en Angola. Cette CAN qui sera remportée par l'Égypte reste gravée dans les mémoires. Malheureusement, du fait d'un événement extrasportif. Le 8 janvier 2010, le bus des Togolais est mitraillé. C'est l'attentat du bus du Togo, encore connu sous le nom de l'attentat de Cabinda, un drame oublié. C'est votre gars sûr, Polo, pour un nouvel épisode de Zone Mixte. La région de Cabinda est une enclave qui partage des frontières avec les deux Congos. Sur le plan historique, Cabinda est un reste du vieux Congo portugais. Cabinda n'a été rattaché à l'Angola qu'en 1956, évidemment sans consultation des populations, pas même des chefs traditionnels. Au milieu des années 70, le Portugal et toute la communauté internationale ont été d'accord pour exclure les mouvements cabindais des discussions sur l'indépendance. De ce fait, les fractions du Front de libération de l'enclave de Cabinda n'ont jamais reconnu leur rattachement et leur incorporation à l'État d'Angola. S'en est suivi ensuite une guérilla endémique au territoire cabindais. Ajoutez cela au fait que la région est riche en ressources pétrolières et vous comprendrez aisément le conflit lié à l'autonomie du territoire. La CAN qui se joue en cette année 2010 est donc l'occasion rêvée pour les indépendantistes cabindais de se faire entendre. Le Togo est parti pour disputer son premier match contre le Ghana, dans une poule qui compte également la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'équipe est évidemment menée à l'époque par sa star Emmanuel Adebayor. Ce 8 janvier, l'équipe part donc de sa base d'entraînement située au Congo-Brazzaville afin de rejoindre Cabinda. Plutôt que de suivre les consignes de la Confédération africaine, la CAF, l'équipe du Togo décide de rejoindre Cabinda par la route au lieu de prendre les airs. Dans le bus, l'ambiance est festive. Les joueurs plaisantent, ils font preuve d'insouciance face à cet énorme défi qui se présente devant eux et qui est un moment fort pour leur pays après n'avoir pas pu disputer la CAN en 2008. Bientôt, ils arrivèrent à la frontière et entrèrent au Cabinda. Rejoints par les forces de sécurité angolaises, ils ne pouvaient se douter de ce qui se passerait quelques instants plus tard. Le milieu de terrain Junior Senaya raconte: « Nous étions tous heureux après avoir traversé la frontière. Certains d'entre nous étaient occupés à écouter de la musique. Je me souviens qu'après 15 minutes de route, nous avons entendu un coup de feu dans la forêt. Nous avons tous ri, fait une blague. Puis au même moment, il y a eu un tir intense. » Les souvenirs varient, mais beaucoup parlent d'une attaque qui a duré au moins 30 minutes. Selon les rebelles eux-mêmes, 15 combattants ont participé à l'embuscade. Le territoire est en guerre. De toute manière, nous avons écrit à M. Assayatou, le président de la CAF, en avertissant qu'il y avait un risque éventuel d'organiser la CAN au Cabinda, que le territoire était en guerre. Mais ils n'ont pas voulu nous prendre au sérieux et dans le fond, il n'y a pas la paix au Cabinda, il y a la guerre. Le chauffeur de bus qui amène les Angolais, Mario Adjoa, est tué sur le coup. Ils sont donc dans l'impossibilité de fuir cette scène de combat. Pas d'évasion possible, les joueurs se cachent rapidement sous les sièges comme ils le peuvent. Dehors, les hommes qui les escortaient, environ une dizaine, ripostent. Senaya se souvient que le responsable de la communication des Togolais, Stanislas Oklo, était debout pour filmer leur arrivée et leur trajet en bus. Il sera touché et succombera de ses blessures à l'hôpital dans la nuit. Même sang pour Amélété Abalo, l'entraîneur adjoint, qui périra également. 3 morts en tout, mais également 9 blessés, dont le gardien de but Kodjovi Obilale. J'ai entendu le bruit d'une mitrailleuse. Et au moment même où je voulais me déplacer pour me cacher, c'était comme si j'étais cloué sur le siège. C'est alors que je me suis vu, mon ventre et mon dos saignaient. C'est à ce moment que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit: « J'ai été touché, aidez-moi, aidez-moi, je veux voir ma fille, mon fils, je ne veux pas mourir ici. » Une fois l'attaque terminée, tous sont amenés à l'hôpital de la ville de Cabinda, où les rescapés ont aidé à transporter leurs collègues morts ou blessés.
Faisant fi du drame, dès le lendemain, la CAF fait part de son incompréhension face au choix des Togolais de rejoindre Cabinda par la route. Le comité d'organisation assure même que les éperviers ne les avaient pas informés de leur volonté de prendre le bus. Pourtant, une escorte était bien présente. Le 10 janvier, après 2 jours d'informations contradictoires, le gouvernement togolais décide de rapatrier ses joueurs et la sélection afin de rendre hommage à leurs morts. Le 11 janvier, la CAF décide de disqualifier le Togo, malgré une demande officielle faite par le gouvernement togolais afin de disputer les 2 dernières rencontres de poule. Le 30 janvier, la Confédération africaine décide la suspension du Togo pour les 2 prochaines éditions de la CAN. Il faudra alors l'intervention de la FIFA elle-même afin que la sanction ne soit pas appliquée. Il n'aura jamais vraiment été question d'annuler le tournoi et beaucoup se sont posé la question de savoir quelle aurait été la décision prise si cela s'était produit lors d'un Euro ou si un joueur de renommée mondiale avait été touché dans une attaque similaire. Le cas du gardien Obilale est l'exemple le plus poignant des conséquences de cette attaque sur la vie des joueurs qui l'ont vécu. Annoncé dans un premier temps mort, cela étant faux, il subit malgré tout des séquelles considérables, de graves dommages à la colonne vertébrale, aux intestins, mais également à la vessie. Au cours des années qui ont suivi, il a dû subir 8 opérations majeures. Ironie du sort, il a fallu près de 10 ans à la CAF pour lui rendre un prix et lui rendre hommage lors d'une cérémonie. D'autres joueurs ont évidemment été marqués dans les têtes par ce drame. 3 mois après le drame, en avril 2010, Emmanuel Adebayor annonce prendre sa retraite, se disant encore hanté par les événements qu'il a vécus avec ses coéquipiers. Il ne reviendra en sélection que plus d'1 an après le drame. Junior Senaya, milieu de terrain, lui, n'a jamais pu reprendre le football. Le 8 janvier 2010, sa carrière s'est arrêtée à tout jamais. Il était alors joueur du club d'Al Jazeera et il n'avait que 25 ans. C'était psychologiquement catastrophique. Ça a tout chamboulé, dit-il aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'en remettre, je n'ai trouvé aucune raison de jouer au football dans mon club car j'étais psychologiquement choqué. Dernière nouvelle, Julien Senaya passait ses diplômes d'entraîneur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je tenais à vous raconter cette histoire qui est souvent méconnue, parfois oubliée. Laissez-moi vos avis en commentaire, dites-moi si vous vous rappeliez de cette histoire, si vous la connaissiez, ça nous fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Polo, à bientôt.